Cet épisode est présenté par Info Procréation. Info Procréation qui a été fondée pour informer, pour accompagner les personnes qui ont recours à la gestation pour autrui, donc c'est-à-dire à une femme porteuse pour avoir un enfant. Info Procréation connaît super bien la réalité des parents d'intention, des femmes porteuses. On sait à quel point c'est pas un parcours facile. Il y a beaucoup d'embûches, beaucoup d'informations à assimiler. Donc une fois que vous nous écrivez, bien sûr, on va être une source de réconfort pour vous aider. Et l'organisme a créé le guide sur la loi québécoise encadrant la gestation pour autrui. Ça a été réalisé en collaboration avec l'avocate maître Héloïse Pion et la notaire maître Karine Gauthier. Toutes les deux qui œuvrent dans le droit familial, notamment la gestation pour autrui. L'objectif du guide, c'est super simple, c'est de vulgariser, le tout, rendre ça un peu plus accessible, plus facile, avec la loi sur la réforme du droit de la famille qui est toute nouvelle, qui encadre la gestation pour autrui au Québec. Ça vise à informer les parents d'intention, les femmes porteuses, ça parle des droits, des obligations, puis ça permet de commencer le processus bien épaulé, de bien le faire en toute confiance. Le guide qui va être téléchargeable gratuitement tout le mois de mars. Donc, on vous invite à y aller dès maintenant pour souligner la deuxième phase de l'entrée en vigueur de la loi. Ça a été fait le 6 mars pour les projets réalisés au Québec. Donc, vous pouvez retrouver le tout sur info-procréation.ca. Info Procréation qui est votre boussole en procréation assistée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien sur Facebook et en rediffusion dans quelques semaines. J'aimerais commencer par prendre 2 minutes pour vous expliquer que pourquoi Élodie n'est pas là aujourd'hui. Élodie est un peu malade, donc on est à la maison. Elle est très certainement en train d'écouter le balado. Je pense même qu'elle se mord un petit peu les doigts parce que ça lui tente vraiment d'être ici, mais malheureusement, elle ne peut pas. On lui dit « Allô Élodie, j'espère que tu te portes bien. » Pour la remplacer, nous avons la merveilleuse Christine Bélanger, qui est aussi animatrice radio depuis tout récemment à Rouge FM et qui est aussi une combattante de la fertilité qui a eu son enfant par fécondation in vitro. Bonjour Christine. Allô, allô. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis contente d'être là pour vous accompagner aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, je suis une auditrice du podcast, alors c'est très bien pour moi de pouvoir me joindre à vous pour parler d'un sujet aussi passionnant que la gestation pour autrui. Et en fait, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a donné le goût de participer au balado? Comme animatrice, donc. En fait, mon désir de parler de ce sujet-là le plus possible, c'est une réalité que, on dirait que quand on est dans une bulle, on est dedans, on fait de la procréation médicalement assistée. On a l'impression que soit on est tout seul ou soit que tout le monde connaît notre réalité. Tu sais, c'est comme deux, c'est tellement bizarre, mais je pense que c'est un sujet dont on doit parler, ça touche tellement de gens. Donc, moi, je suis super contente de pouvoir avoir des discussions aujourd'hui à ce sujet-là. Mais on est vraiment contente que tu sois là, puis on est aussi contente d'avoir ton expertise d'animatrice et en plus de procréation assistée. Genre, c'est les deux vraiment super. Fait qu'aujourd'hui, nous allons démystifier la procréation pour autrui avec notre invitée, qui est une invitée que moi j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup de respect pour cette femme. Et donc, c'est quoi la procréation pour autrui? C'est-à-dire quand on a recours à une troisième personne pour faire un bébé, on va laisser notre invitée expliquer exactement c'est quoi. On va essayer de tenter de comprendre les aspects sociaux et familiaux et qu'est-ce qui unit les gens dans un contexte de procréation assistée. Donc, je vous présente Isabelle Côté, qui est directrice de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, donc t'as quand même, je vais te décrire rapidement, mais je vais te laisser après la parole. Donc oui, tu es directrice de la chaire de recherche et j'aimerais ça que tu nous l'expliques, qu'est-ce que ça fait, cette chaire de recherche. Tu es aussi travailleuse sociale. T'enseignes à l'Université du Québec en Ontario, donc l'UQO. T'es professeur titulaire du département de travail social à l'UQO aussi.
Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Tu es membre du partenariat Famille en mouvance du Réseau québécois en études féministes. J'aimerais ça que tu nous expliques aussi c'est quoi ça. Et tu co-diriges le partenariat de recherche Sa vie LGBTQ. Donc, tu en fais beaucoup des choses. Et aussi, tu as participé comme chercheuse au documentaire Porteuse de vie dans lequel j'ai aussi participé. On se connaissait pas dans ce temps-là. Voilà. Donc, bonjour. Première chose, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais avec ta chaire de recherche? Oui. Tout d'abord, juste pour spécifier, je suis professeure titulaire à l'Université du Québec en Outaouais. Qu'est-ce que j'ai dit? En Ontario. En Ontario. En Outaouais, ouais. Donc de l'autre côté de la rivière. Et voilà, et je suis professeure en travail social, mais je suis pas travailleuse sociale moi-même okay. parce que je suis pas membre de mon ordre professionnel. Donc, je suis une enseignante en travail social. Et la chaire de recherche du Canada dont laquelle je suis titulaire vise à mieux comprendre, en fait, les projets familiaux qui s'actualisent grâce à une tierce partie. Mm-hmm. Donc, un donneur de sperme, une donneuse d'ovules, une femme porteuse, des gens qui voudraient offrir leur embryon. Et ce qui intéresse les travaux de la chaire, c'est voir comment des liens se tissent ou pas entre les différentes personnes là, qui composent un projet parental à l'aide d'une tierce partie, parce que en fait, la procréation pour autrui, c'est quelque chose qui est très relationnel. On pense que c'est juste du matériau, par exemple, qu'on va prendre d'une banque, un don de sperme, par exemple, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéresse là particulièrement. Donc, de comprendre un peu ou de vulgariser c'est quoi la procréation pour autrui, mais aussi de démontrer que c'est relationnel, comme tu dis, puis qu'il y a des liens entre les gens. Exact. C'est pas... Parce que c'est vrai qu'on pense souvent que ce sont des banques de femmes porteuses, ce sont des... Ben oui, il y a des banques de sperme, puis il y a des banques d'ovules, mais ça se fait d'autres façons aussi. Hein. Oui, mais même si on a, par exemple, des gamètes qui proviennent d'une banque, il reste que cette personne-là représente quelqu'un pour la personne qui est inséminée, là, tu sais, une fois qu'elle grandit et tout ça. Donc, comment elle va intégrer dans son identité la relation qu'elle peut ou pas avoir avec cette personne-là? Est-ce qu'elle voudrait savoir c'est qui? Est-ce que les autres personnes nées du même donneur l'intéressent, par exemple? Donc, c'est dans ce contexte-là où c'est très relationnel. OK. Puis, avant de commencer à plonger dans le sujet, on aimerait savoir qu'est-ce qui t'intéresse dans la procréation pour autrui? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce domaine-là? C'est une excellente question. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les relations qui émergent entre les gens, puis les systèmes familiaux qui sortent du schéma hétéronormatif, cisnormatif classique. C'est vraiment ce qui m'intéresse parce que souvent, quand on se représente la famille, on va penser nécessairement au schéma cis-hétéronormatif, alors que dans les faits, ce schéma-là est pas nécessairement celui qui est le plus prévalent. Il y a différentes modalités familiales, puis une de celles qu'on voit le moins, qui est la plus invisibilisée, c'est justement celle qui se crée grâce à autrui. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'intéressait vraiment de pouvoir mettre la lumière sur ces projets-là. Puis, à la base, est-ce qu'on peut juste expliquer, vous avez parlé dès le départ de gamètes, juste pour les gens qui sauraient pas qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que on peut en savoir plus là-dessus? Quand on parle de gamètes, en fait, on parle d'ovules ou on parle de sperme. Donc, un don de gamètes implique soit l'un ou soit l'autre. Qu'est-ce que les gens qui vont en procréation assistée avec une tierce personne doivent mettre de l'avant? À quoi on doit s'attendre quand on a besoin de ces services-là pour avoir un enfant, pour fonder une famille? En fait, ça dépend beaucoup de la structure familiale initiale. C'est-à-dire que si on est un couple lesbien, par exemple, avoir un enfant grâce à un donneur, ben c'est un premier choix. Ouais. Donc, forcément, quand on arrive en clinique, on est contente, on va réaliser son projet parental, on va avoir un enfant, on est vraiment dans le mode de on va créer une famille. Alors que si on est un couple infertile, par exemple, qui doit avoir accès à un don de gamètes, soit parce que moi, comme femme, je suis infertile, donc j'ai besoin d'un don d'ovule, ou l'homme a besoin d'un don de sperme, il y a une réflexion qui est plus grande qui doit être là en arrière de ça. Donc, il faut faire, par exemple, le deuil de la parenté biologique. Il faut savoir aussi comment on va se situer face à l'enfant qui va naître. Il faut qu'on fasse son propre processus personnel qui peut être différent de celui de son ou sa partenaire parce que si l'autre partenaire est pas infertile, ben ça se peut que cette partenaire-là ou ce partenaire-là chemine pas aussi rapidement que nous. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qui doivent être réfléchis. Comment on va se situer dans ce cadre-là, comment on va vivre ça, le fait d'avoir un enfant qui nous est pas génétiquement lié.
Puis j'aimerais t'as mentionné la gestation pour autrui en début d'épisode. Puis là, je veux juste souligner que mercredi, donc aujourd'hui on enregistre, on est le 4 mars. Donc mercredi, le 6 mars, il y a une nouvelle loi qui va, en fait, c'est la deuxième phase de la nouvelle loi qui va entrer en vigueur sur la gestation pour autrui. Avant de parler de cette loi-là, j'aimerais que tu nous parles du livre, donc que tu as un ouvrage, un livre Perspective internationale sur la gestation pour autrui que je vais montrer ici, qui est ce livre-ci, je ne sais pas si on le voit, qui est paru en 2018, qui est un ouvrage scientifique de référence sur lequel tu as travaillé avec Kevin Lavoie et Jérôme Courdurier. Et d'autres chercheurs aussi. Ça a été publié par les presses de l'Université du Québec. C'est disponible à l'achat en ligne, je pense. En faisant une recherche, je pense qu'on peut le trouver assez facilement. Est-ce que tu peux nous parler de quoi parle ce livre-là? Oui, bien certainement. Donc, Kevin, Jérôme et moi, on fait des recherches en lien avec la gestation pour autrui. Puis ce qu'on constatait, c'est que les savoirs qui concernent la gestation pour autrui sont principalement anglophones et que de très grands auteurs qu'on connaît bien, là, par exemple, Ellie Teman, qui est dans le livre, sont publiés généralement en anglais, alors que c'est quand même des théories ou en tout cas des apports scientifiques importants. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de rassembler des travaux francophones faits par des chercheurs francophones dans la francophonie sur la gestation pour autrui. Et on voulait aussi traduire notamment, Ellie Teman en français, donc donner accès aussi à ce matériau-là. Et ce qu'on voulait, c'est donner des perspectives différenciées. C'est pour ça que ça s'appelle Perspective internationale, donc dans différents pays, mais aussi selon différents groupes. Alors, dans le livre, on va parler des parents d'intention, mais on va parler des juges qui doivent donner l'affiliation des enfants dans des contextes où c'est pas permis, comme en France, par exemple. On va parler des soignants qui doivent accoucher des femmes porteuses et qui doivent statuer qui est le patient, le parent ou la femme porteuse. Donc, on a vraiment divisé l'ouvrage comme ça avec différentes perspectives sur la gestation pour autrui en français, justement pour donner accès à ces savoirs-là. Et puis, tu parles de différentes perspectives. Tu as parlé des parents d'intention, des soignants, des juges. Est-ce que vous avez parlé aussi, j'imagine, aux femmes porteuses? Oui, il y a des chapitres aussi. Puis, est-ce que vous avez parlé aux enfants? Je sais que c'est plus difficile parce que c'est quand même nouveau, là, mais... Non. En fait, les enfants nés par gestation pour autrui sont plutôt difficiles à recruter dans les études. Il n'y a pas beaucoup d'études qui portent sur elles et eux. Et donc, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. OK. Par rapport à ce livre, moi, je suis allée au lancement à Montréal, je pense que c'était en 2018, ou c'est ça. Puis, vous avez, toi et Kevin, mentionné pourquoi vous utilisez le terme femme porteuse au lieu de mère porteuse. Donc, les deux sont acceptés. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi, donc, vous avez choisi le terme femme et non mère porteuse? Parce que, généralement, les femmes qui s'engagent dans un processus de GPA se considèrent pas la mère de l'enfant qu'elles portent. Elles sont elles-mêmes mères très souvent, donc elles font une nette distinction entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle là on a voulu différencier l'expression femme porteuse de mère porteuse dans ce sens où pendant qu'elles sont enceintes pour autrui, elles portent pour autrui, donc femme porteuse. Cela dit, il y a des femmes qui préfèrent utiliser le mot mère porteuse. C'est pas un tabou d'utiliser ce mot-là. En recherche, on utilise plutôt ça. La loi dit mère porteuse, donc c'est des termes qui peuvent être utilisés là indifféremment. Mais c'est comme le terme gestation pour autrui. La loi utilise grossesse pour autrui. Il y en a qui vont dire gestation par autrui. Donc, il y a vraiment... puis, il y a pas de consensus, là. C'est ce qu'on a envie d'utiliser. Est-ce que tu avais des questions? Oui, bien, en fait, tu sais, on a décidé d'encadrer la gestation pour autrui au Québec avec une loi. Est-ce que c'était important de le faire? Pourquoi c'est important de le faire? Qu'est-ce que ça va changer pour les familles? C'était très important de faire ça. Auparavant, la gestation pour autrui, on avait dans l'esprit de dire c'est illégal au Québec. C'était pas illégal, évidemment. C'était juste pas régulé. Et le fait que ça soit pas régulé, ce que ça faisait, c'est que c'est les tribunaux qui décidaient de l'affiliation des enfants, plutôt que ce soit le législateur, donc nous, en fait, comme société, qu'on décide comment on veut encadrer ce type de projet-là. Donc, à partir du moment où on a décidé de l'encadrer, ce que ça permet de faire, c'est de créer des règles qui sont claires pour tout le monde et qui permettent, évidemment, de protéger l'ensemble des personnes concernées, surtout les femmes porteuses, les enfants, les parents, mais d'offrir un cadre, en fait, sécuritaire pour tous et toutes. Puis, je pense aussi que ça va permettre
d'éviter beaucoup le voyagement des femmes porteuses. Moi, je fais des projets avec des femmes porteuses. J'en rencontre plusieurs actuellement avec une collègue de l'Université d'Ottawa, Vanessa Grubin. Puis les femmes du Québec, c'est ce qu'elles disaient, c'est qu'elles devaient voyager, aller en Ontario, à Ottawa, des fois à Toronto pour avoir l'implantation d'embryons, par exemple. Ce qui est quand même un fardeau important pour elles parce qu'elles ont des enfants, elles ont une famille, elles ont un travail, il faut qu'elles voyagent, des fois, il fallait qu'elles voyagent pour accoucher. Elles voyageaient en accouchant pendant que le travail était commencé. Donc là, évidemment, ça assure un cadre qui soit beaucoup plus optimal pour tous et toutes, là. Puis, est-ce que ces familles-là qui ont déjà commencé leur processus vont quand même pouvoir continuer? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça change pour les gens qui étaient déjà dans le processus de gestation pour autrui présentement? Ben en fait, depuis juin dernier, là, il y a des mécanismes très clairs là, qui ont été mis mis en vigueur par le gouvernement. Puis, si on va sur québec.ca, on a toutes les informations. C'est très clairement identifié. Donc, si on est tombé enceinte en septembre, par exemple, il y avait des règles différentes que si la personne tombe enceinte à partir du 10 mars. Là, les règles vont être aussi différentes. Donc, actuellement, les règles en vigueur nécessitent pas nécessairement d'avoir la procédure avec la convention, la rencontre d'information, mais il va falloir avoir quand même une procédure judiciaire là, pour établir la filiation, ce qui sera plus nécessairement requise si la procédure est suivie à partir du 6 mars. Puis pour le projet de loi 12, donc avant que la loi soit votée, toi et Kevin, vous avez soumis un mémoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce contenu de ce mémoire-là? Ben en fait, on proposait différentes modalités là pour encadrer la gestation pour autrui, pour sécuriser aussi l'ensemble des parties dans le processus. Parmi les éléments qu'on recommandait, nous, c'était une rencontre psychosociale de part et d'autre, une pour les femmes porteuses, une pour les parents d'intention, une troisième qui met en commun les attentes de part et d'autre dans une discussion ouverte, ce qui est d'ailleurs fait là dans la plupart des pays qui ont la gestation pour autrui depuis plusieurs années, qui est recommandé dans les instances internationales. C'est pas actuellement la voie là, qui a été choisie par le gouvernement, mais on avait recommandé ça. On avait recommandé aussi, par exemple, que soit clairement inscrit dans la loi la gentilité reproductive des femmes porteuses. C'est important que ce soit clairement identifié, qu'elles puissent mettre fin au projet pendant le cours de grossesse, évidemment. Donc, il fallait le mentionner, le réitérer. On a aussi suggéré un autre élément d'encadrer sur le territoire la gestation pour autrui. Au Québec, territoire québécois, là. Oui, de faire en sorte, en fait, que les parents internationaux puissent pas venir ici, faire une gestation puis repartir. Donc, qu'il n'y ait pas de tourisme... Ouais, j'aime pas tant le mot tourisme reproductif, mais disons de la procréation pour autrui internationale, transnationale. Donc, que ça soit pas quelque chose qui soit mis en place, qu'il y ait une instance aussi qui détermine les pays qui seraient des pays légitimes pour aller faire la gestation pour autrui. Donc, concernant la GPA, c'est ce qu'on avait recommandé. Là, je veux juste faire la différence quand tu parles de des internationales et après ça des pays qui puissent légitimes. Là, tu parles international, c'est d'avoir des parents d'intention, donc des futurs parents qui veulent avoir recours à une femme porteuse qui viennent pour une femme porteuse québécoise. Et l'inverse, c'est quand tu parles de quels pays peuvent être soumis, c'est donc l'inverse, les parents d'intention qui vont à l'international. Exactement. C'est ça que tu veux faire la différence. Tu as parlé les deux premières choses que tu as parlé, c'est 3 rencontres. Une rencontre pour la femme porteuse, une rencontre pour les parents d'intention et une rencontre pour les deux en même temps. Il n'y a pas, par contre, une rencontre obligatoire, donc les 2 rencontres dont tu mentionnais que ça a été, c'est obligatoire. Oui. Est-ce que tu peux nous parler, parce que là, il y a 4 ordres qui peuvent donner cette formation, dont les travailleurs sociaux, les sexologues, les sages-femmes et les... Psychologue, merci. Est-ce que tu peux nous raconter, pas nous raconter, mais nous parler un peu du contenu et à quoi ça sert cette rencontre-là? Oui, bien sûr. Donc, la rencontre qui va être faite de part et d'autre, donc les femmes porteuses toutes seules, les parents d'intention seuls, doit durer minimum 3 heures. Et chacun. Chacun. Oui. Fait que 6 heures au total.
Oui. OK. Et doit couvrir certains éléments prescrits par la loi, là, par règlement. En fait, on a, par exemple, discuté des motivations des femmes porteuses, de discuter aussi d'informer les parents d'intention que la femme porteuse peut mettre fin au processus n'importe quand, l'informer elle aussi. Aussi, discuter de sa famille à elle, tu sais, de l'amener à réfléchir à ça, tes enfants, comment tes enfants voient le projet, par exemple, est-ce que tu en as parlé? Avec les parents aussi, de voir comment vous allez dévoiler à votre enfant que votre enfant est né d'une GPA. Est-ce que vous allez dévoiler qu'il va être né aussi peut-être d'un don d'ovule avec la GPA? Est-ce que vous allez dévoiler qu'il est né d'une GPA génétique? Donc, la femme porteuse a fourni ses propres ovules. Comment vous allez en parler? Pourquoi c'est important d'en parler? Donc, tous les éléments qui entourent ça. Comment vous voyez votre relation, vous, une fois que ça va être fini? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ensemble avec la femme porteuse? Et toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre avec eux? Donc, les amener à réfléchir à ça pour que lorsqu'ils vont se retrouver ensemble, ils puissent dire, ah, ben, ça m'a fait penser à ça, la discussion que j'ai eue avec l'intervenante psychosociale. Moi, j'aimerais ça qu'on discute de tel élément puis qu'on puisse trouver ensemble un terrain d'entente. Parce que souvent, quand on commence un projet de GPA, il y a beaucoup de choses qu'on réfléchit pas à l'avance, puis qui se présentent en cours de route. Donc, l'idée, un peu, c'est de mettre ça de l'avant pour qu'on puisse y réfléchir. Donc, parce que là, ça s'appelle rencontre d'information obligatoire et je trouve que c'est un peu... ça donne l'impression qu'on va s'asseoir puis on va écouter. Mais dans le fond, c'est plus un accompagnement que juste une rencontre d'information. Je veux dire, on va aider les parties à réfléchir, comme tu dis. Oui, exactement. On va aider les parties à réfléchir. Tu sais, as-tu pensé à dans ce sens-là? Mais c'est pas une rencontre d'évaluation. Ça, c'est important de faire la distinction. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il va pas avoir un rapport qui va être fourni, par exemple, par l'intervenante. L'intervenante, la professionnelle, tout ce qu'elle va faire, c'est donner une attestation. Donc, il n'y a pas de dossier ouvert avec, par exemple, nous avons discuté de ça, madame a réagi de telle façon. Ça sera pas indiqué du tout, là. C'est vraiment juste de dire, bon, voici, avez-vous pensé à ça? Voici comment ça peut s'établir. Évidemment, il y a une question de dialogue, mais c'est pas un processus évaluatif. Ça, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Puis, parlant d'évaluation, actuellement, avant la loi, les cliniques exigeaient une évaluation psychosociale, puis ça, c'était à l'extérieur du Québec aussi, là, au Canada. Est-ce que ça va se rajouter à ça? Est-ce que ça va remplacer ça? Est-ce que c'est la même chose? Ben là, c'est pas une évaluation, donc non, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui va se passer avec ces évaluations-là, exigées par les cliniques? Ben, actuellement, les cliniques, c'est pas une évaluation non plus. Ce qu'elles font, c'est plus une rencontre psychosociale. OK. Cette rencontre-là vise à amener la personne à voir si le projet parental par autrui, c'est vraiment la bonne affaire. Pour elle ou pour lui. Par exemple, je reprends mon exemple là, avec un don de sperme. On a 2 parents qui sont là, dont la mère veut vraiment, là, ça fait des années qu'ils essaient d'avoir un enfant, ça fonctionne pas, on a enfin un diagnostic, on a essayé différentes procédures, ça fonctionne pas. C'est possible avec le don de sperme, puis elle veut aller avec ça parce qu'elle sent son horloge biologique, mais monsieur, lui, est encore un peu réticent, il a pas tout à fait le deuil, il est inquiet de tout ça, il sait pas comment il va annoncer ça aux autres, il est en souffrance. Ben, dans un cadre de rencontre-là, ça pourrait être dire, on va prendre un petit peu de temps juste pour intégrer qu'on va devenir parent de cette façon-là. Mais c'est pas du tout quelque chose qui permet de dire tu as accès ou non aux soins. OK? Pas du tout. C'est pas ça, ces rencontres-là. Donc, est-ce que les cliniques vont exiger qu'il y ait ça en surplus? Il y a des lignes directrices qui vont être émises par le Comité central de l'éthique en procréation assistée. Il faudra voir à partir de là quelles seront ces lignes directrices-là et comment les cliniques là, décideront de s'y conformer ou non. Mais pour l'instant, il n'y a pas de consensus ou il n'y a pas de règlement par rapport à cette rencontre donnée par les cliniques ou par les psychologues des cliniques ou exigée par les cliniques? Pour l'instant, on est vraiment dans un service, en fait, un service nouveau, hein. Oui, c'est ça. Donc, tout est à créer. Exactement. Donc, c'est sûr qu'à l'usage, on va en voir peut-être des pratiques qui vont s'améliorer, qui vont se bonifier, tu sais, qui vont être modifiées. Mais il n'y a pas de, quand tu disais par règlement, non, par règlement, donc par la loi, il n'y a rien qui prévaut ça actuellement. OK. T'as effleuré le sujet, c'est quelque chose de très psychosocial dans le sens que quand on fait appel à une tierce personne pour réussir à fonder sa famille, il y a beaucoup de questions à se poser. On s'en est déjà parlé un peu avant l'entrevue, mais il y a des répercussions, tu sais, sur les enfants, sur les familles. C'est le sujet dont tu parles le plus que tu étudies le plus dans tes recherches. En quoi est-ce que c'est fascinant de voir ça, à quel point
la famille change, à quel point les gens cheminent avec le temps, à quel point ça a un impact sur la vie de l'enfant aussi. Mon Dieu, ça, c'est une très vaste question. Évidemment, toutes les procédures de procréation pour autrui arrivent de différentes façons. Donc, évidemment, vont s'actualiser de différentes façons. Prenons un exemple d'un couple qui va avoir un enfant avec une personne de son entourage qui va agir comme donneur ou donneuse, par exemple. Mm-hmm. C'est sûr que cette personne-là va avoir un rôle auprès de l'enfant qui va être très différent que si c'est une personne anonyme dans une banque dont on a peu ou pas d'informations. OK? Mais en même temps, ces donneurs et donneuses anonymes-là dont on a peu ou pas d'informations, maintenant, avec les tests en ligne, ben on peut retracer une partie de son historique génétique avec ça, ou on peut retracer d'autres personnes issues des mêmes donneurs, alors qu'on n'avait pas prévu que ça pouvait arriver lorsque notre enfant a été conçu dans les années 80, 90, par exemple. C'est tout nouveau, là. Donc, il y a beaucoup de transformations qui se fait avec ça, puis il y a beaucoup de façons de s'adapter, de créer des liens, de faire un sens, si on veut, avec ces liens-là qui diffèrent d'une personne à l'autre. Puis avec ce que tu vois avec le temps, est-ce que tu as l'impression que les enfants qui sont issus de ces dons-là d'il y a de nombreuses années sont plus curieux à en apprendre plus sur leurs géniteurs ou d'où ils viennent, ou ils ont plus tendance à se dire « Ah ben moi, ma famille, c'est les parents qui m'ont élevé et qui m'ont aimé depuis la naissance ». Il faut vraiment faire une distinction importante entre la curiosité et son sentiment de filiation à ses propres parents. On peut être curieux par rapport au donneur, mais ça change pas que papa, c'est papa. Oui. Ça, c'est vraiment important. Souvent, on va faire l'amalgame des deux. On va dire, s'il veut voir le donneur, si mon enfant veut avoir des liens avec le donneur, si mon enfant veut le rencontrer, ça veut dire qu'il manque quelque chose avec moi ou que j'ai pas su donner quelque chose. Alors que c'est complètement différent. Les gens font une nette différence entre les deux. Ça, c'est vraiment important de rassurer les parents là-dessus. Une curiosité, ça peut être juste une curiosité, mais ça remet pas en question, effectivement, l'affection qu'on a pour ses propres parents. Aussi, il faut savoir que à l'époque, on disait aux parents de pas le dire, de maintenir un secret, que c'était important, comme ça va s'assurer que l'enfant va s'attacher à son père principalement, parce que c'est avec le don du sperme la première procréation pour autrui. Et on s'est aperçu avec l'usage que non, c'était pas une bonne idée de faire ça parce qu'un secret, c'est jamais étanche. On finit par l'apprendre. On l'apprend souvent dans des moments où c'est bouleversant, à la mort du père, à une séparation parentale, une fois qu'on est rendu adulte, une fois qu'on développe une pathologie qui peut pas être dans la famille. Donc, ça crée beaucoup d'insatisfaction et c'est ce choc-là, en fait, ce sentiment de trahison-là qui est problématique. Et maintenant, les recherches récentes qui interrogent les enfants depuis, qui suivent les enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge adulte, on réalise que plus les enfants le savent tôt, plus ils intègrent l'information, plus c'est répété et normalisé dans la famille. Par exemple, t'es vraiment bonne en dessin, toi, ça doit certainement venir du donneur, là, parce que nous, il y a pas, papa puis moi, on n'est pas bon du tout en dessin, fait que ça doit venir de là. On normalise, on a juste dit ça comme ça, puis ça continue, on n'a pas fait un tabou. Ça devient l'enfant l'intègre, tu sais, puis l'enfant, à partir de là, c'est beaucoup plus facile pour lui, là. C'est un peu le même principe qu'en adoption. Exactement. C'est ça. C'est la même chose. Puis souvent, c'est de l'extérieur que la dénormalisation, là, je sais pas si c'est un mot qui existe, va faire sentir qu'on n'est pas normal. En fait, oui, c'est souvent les gens à l'extérieur parce qu'on vit dans un système familial qui associe authenticité des liens familiaux à liens de sang. Mm-hmm. Donc, on va dire des trucs comme c'est qui ta vraie mère? Ouais. C'est qui ton vrai père? Alors que pour une personne, tu sais, qui est née d'un don de ça n'a pas de sens comme question, tu sais. Même chose pour des parents des enfants qui sont élevés par deux parents de même sexe, par exemple, ou des enfants qui sont élevés en coparentalité avec, dans un cas de recomposition familiale, tu sais, que les parents sont là depuis, et les beaux-parents sont là depuis ton enfance. C'est un peu un non-sens de poser ce genre de questions-là, tu sais. J'aimerais revenir j'aimerais revenir à la loi. Donc, tu as mentionné tout à l'heure qu'une chose qui était importante, c'est de permettre à la femme porteuse de mettre fin au projet tout le long de la grossesse et avant. Il y a autre chose dans la loi qui dit que la femme porteuse peut décider de garder l'enfant et les parents d'intention n'ont absolument aucun recours. Je voulais savoir de un, est-ce que selon ton expérience, c'est quelque chose qui arrive qu'une femme porteuse va décider de garder l'enfant? Ça, c'est l'élément qu'on mentionne le plus souvent à la gestation pour autrui, hein? C'est qu'elle va garder l'enfant. C'est comme une espèce de prémisse de base qu'on a. Et moi, comme femme, à chaque fois que je me fais parler de la gestation pour autrui par une autre femme, la première chose que je me fais dire, c'est « Oh mon Dieu, que je serais pas capable de donner mes enfants. »
Elles non plus. Elles font pas ça avec leurs enfants. Donc, les enfants qu'elles portent pour autrui, c'est vraiment des enfants qu'elles portent pour autrui. Et on a une méconnaissance, en fait, de ce phénomène-là, de l'attachement en contexte de gestation pour autrui. Parce que les femmes, ce qu'elles disent en recherche, et elles le disent, bon, en contexte canadien, états-unien, européen, tu sais, en contexte là, occidental, c'est ce qui ressort le plus fort, c'est que l'attachement se fait aux parents. Tu sais, donc elle là, l'accouchement, la remise de l'enfant là, c'est souvent le moment le plus fort, le plus intense émotionnellement, le plus mais qu'elle se sente accomplie. Mais celui qui a un plus grand sens pour tout ce qu'elles ont fait, c'est de remettre cet enfant-là. Pour elles, au plan symbolique là, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. OK, de quoi elles sont vraiment très fières. Donc, est-ce que ça se peut dans l'absolu? Ça se pourrait. Mais souvent, on va parler, par exemple, de BBM aux États-Unis dans les années 1980, je pense. Et à partir de là, on va en faire un cas type. Mais dans les faits, c'est pas quelque chose qui arrive. Au Canada, c'est arrivé dans une seule situation. Où une femme porteuse a réclamé la filiation à l'enfant, mais l'enfant était rendu à 4 ans à ce moment-là. Et c'est une situation très particulière là, qui est pas typique, là, où la femme porteuse était aussi la maîtresse du mari au moment de la conception. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment fréquent, quelque chose qui arrive, non. Mais pourtant, on met tellement d'emphase là-dessus que tout le monde s'inquiète que ça peut arriver, alors que dans les faits, ça arrive pas. Donc, c'est pour ça que de le mettre dans la loi, que de dire pendant 8 jours, elle ne peut pas changer d'idée. Et que c'est pendant les 7 premiers jours, je veux dire, c'est au 8e jour qu'elle peut laisser aller ses droits. Pour moi, c'est quelque chose qui est comme qui est pas un problème, qui est pas non plus un enjeu, qui est pas, tu sais, quelque chose de quoi il faut avoir peur ou craindre. Mais c'est pas quand même, parce que de dire que les parents d'intention n'ont aucun recours, et particulièrement la mère biologique, là, la mère qui a donné ses ovules, qui a utilisé ses ovules, c'est pas quand même une mauvaise, pas une mauvaise, je sais pas comment le dire, mais c'est quand même grave, non? Je veux dire, c'est sûr que là, je suis un peu biaisée parce que je l'ai vécu, mais c'est une mauvaise... C'est difficile, en fait, j'imagine, pour les femmes qui ont donné leurs ovules, qui ont utilisé leurs ovules, tu sais, si ce genre de situation-là se produit, c'est ça que tu veux dire? Mais c'est très paternaliste, en fait. Parce que c'est de dire, nous, le Québec, on protège la femme porteuse parce qu'on veut absolument s'assurer que la femme porteuse, elle puisse s'enfuir avec l'enfant comme elle veut, mais les parents d'intention, eux, ils n'ont aucun recours avec ça. Et le principe, c'est par principe, c'est pas ça la gestation pour autrui. C'est pas, les femmes porteuses même vont dire que, mais voyons, c'est quoi ça? Donc, moi, je voulais savoir de ton point de vue à toi, qui est une chercheure, qui est une spécialiste, comment tu vois ça? Oui, c'est vrai qu'en vrai, il n'y a pas de risque parce que les femmes porteuses vont jamais garder l'enfant, mais que ça soit inscrit dans la loi alors que dans d'autres provinces, c'est pas ça. Je veux dire, en Ontario, les parents d'intention ont recours. Ils ont des actions pour... En fait, partout au Canada, la femme porteuse peut changer d'idée. Faut comprendre ça. La seule différence qui diffère, c'est est-ce que la filiation est à l'origine dès la naissance ou non. Mais partout, elles peuvent changer d'idée. Donc, on pourrait se retrouver avec une situation où la femme porteuse devient, par exemple, la mère légale de l'enfant. Ouais. Mais le père va rester le père légal. Et c'est sûr que ça, c'est un enjeu important. On l'a souligné dans notre mémoire, Kevin et moi, en nous disant, j'imagine une situation de conflit important dans le cadre de la grossesse, par exemple. On se retrouve avec un conflit très grand, larvé, mettons ça au pire, là. Les personnes se parlent plus, la femme porteuse décide de poursuivre sa grossesse jusqu'au bout, garde l'enfant, et le père, évidemment, est reconnu là, avec sa filiation à l'enfant, là, la loi le permet. Et donc, on peut présumer que dans un tel contexte, l'enfant aurait une garde partagée entre les deux parents, peut-être. En tout cas, il y a un juge qui va statuer du meilleur intérêt de l'enfant. Ça se peut que le juge statue que le meilleur intérêt de l'enfant soit avec son père à temps plein, par exemple, et une fin de semaine sur 2 avec la femme porteuse. Ça pourrait qu'il statue que c'est moitié-moitié. Ça pourrait que... Et là, on se retrouverait avec un enfant, et c'est, à mon avis, l'enjeu principal, et c'est pour ça il faut laisser voir comment les tribunaux, advenant une situation comme celle-là, vont gérer ça, mais un enfant qui serait en garde partagée entre des parents en conflit, qui se ramasserait avec ses parents, dont la mère dirait « T'es mon enfant à moi, mais c'est elle qui t'a volé ». L'enfant qui doit retourner là, qui crée ça crée des enjeux importants. Donc, dans l'absolu, on peut dire « Oui, ça peut arriver ». Mais
comme on met beaucoup d'emphase là-dessus, moi, je pense qu'on désinvestit la relation qu'on doit avoir pendant la grossesse, la relation qu'on doit avoir post-grossesse, parce que les enjeux, c'est que même quand elles sont insatisfaites de la relation post-grossesse, et ça arrive, elles reviennent pas en arrière pour revoir l'enfant. Donc, je pense que c'est plus de travailler en amont, c'est plus de travailler d'un point de vue relationnel pour s'assurer qu'il y a quelque chose qui arrive. D'ailleurs, nous, on avait aussi recommandé, Kevin et moi, que si conflit se présente, que les personnes puissent rencontrer quelqu'un aux frais de l'État pour éviter là que... comme une médiation. Oui, puis pour éviter que les sous soient un frein à aller demander. Tu sais, qu'il y a une obligation en cas de conflit à aller voir quelqu'un. Ça n'a pas été retenu non plus, mais sauf qu'il y a des intervenants qui pourraient effectivement là rencontrer les parents dans un contexte de conflit puis de voir comment on peut régler ça avec la femme porteuse. Mais honnêtement, puis je le répète, je pense pas que ça vaut la peine de prendre beaucoup de temps pour s'inquiéter de ça, puisque c'est pas vraiment quelque chose qui se produit comme tel. Très souvent, elles en veulent plus d'enfants elles-mêmes, là, tu sais, anyway. Mais je suis d'accord avec toi que ça va pas arriver, puis mon inquiétude n'est pas est-ce que ça va arriver. Mon inquiétude, c'est plus la perception que ça donne. Parce que oui, au Canada, toutes les femmes peuvent changer d'idée. Par contre, puis je connais pas les lois surtout dans toutes les provinces, mais en Ontario, c'est écrit dans la loi que les parents d'intention ont recours. Ils ont des recours, ils peuvent poursuivre, ils peuvent redemander les remboursements, ils peuvent faire ci. Au Québec, il y a rien, aucun recours, puis c'est juste une question de perception, qu'est-ce que ça donne comme image du Québec, comment le Québec voit la gestation pour autrui, ben pas de la bonne façon, parce que non, les femmes porteuses justement ne reprennent pas l'enfant qui n'a jamais été les leurs, elles le savent, et c'est quoi les parents qui sont biologiques ou même pas biologiques, qui ont investi tout ça là-dedans, toutes ces émotions, cet argent, on s'en occupe pas. C'est plus là, on s'en occupe pas de ceux-là. On a dit non, on s'occupe juste de la femme porteuse et des enfants. Mais en fait, j'entends là ce que tu dis, puis je suis tout à fait empathique là à ton commentaire et tout ça, évidemment, tu sais. Mais encore une fois, tu sais, au plan de vue, c'est le choix qu'on a fait là au point de vue éthique de dire, ben pour qu'il y ait une acceptabilité sociale, premièrement, parce qu'on va pas se leurrer, là, l'acceptabilité sociale au Québec était différente qu'ailleurs au Canada là sur la gestation pour autrui. Donc pour qu'il y ait une acceptabilité sociale, c'est le choix qu'on va faire là, c'est de placer la femme porteuse et l'enfant au cœur du projet parental comme tel. Peut-être que ce qui aurait été, à mon avis, ce qui aurait été une bonne chose, c'est que dès la naissance, elle puisse refuser son lien de filiation pour le donner aux parents, parce que la crainte, ça pourrait être de dire que les parents pourraient se replier sur eux-mêmes pendant cette période de 7 à 8 jours-là pour éviter qu'elle trouve le bébé mignon puis qu'elle s'attache. Mais encore une fois, tu sais, c'est pas un élément là qui doit être créé, mais dans l'absolu ça pourrait arriver, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand on dit ça arrivera pas. Dans les faits, on le sait pas, tu sais, dans l'absolu tout peut arriver évidemment, tu sais. Mais c'est un processus très relationnel, la GPA. Puis quand on rentre dans la GPA, à mon avis, il faut être prêt à vivre avec ce risque-là. Il faut être prêt à vivre avec les enjeux qui viennent avec. Puis il faut surtout être prêt à laisser aller une certaine forme de contrôle qui peut être difficile à avoir. Là. Moi, personnellement, j'étais enceinte de mes enfants. Évidemment, j'avais un contrôle absolu sur tout ce que je voulais faire là avec mes grossesses. Et je suis une personne qui a besoin de ça dans ma vie pour me sentir, tu sais, cadrée puis rassurée. Donc, c'est sûr que si on a un projet parental avec autrui, il faut laisser beaucoup de place à la confiance puis à ces éléments-là, relationnels-là. Puis il faut être prêt à laisser aller ça, tu sais, à laisser aller la vie, puis dire je prends une chance là-dedans, tu sais. Ouais. Est-ce que tu avais des questions sur la gestation pour autrui? Ben moi, honnêtement, je trouve que vous avez très bien décrit le tout, surtout avec la nouvelle loi. Je trouve ça super intéressant de vous entendre parler. On dirait que le sujet est super complet, donc je pense que ça clôt bien le sujet. Ben parfait. Fait que là, on a parlé de gestation pour autrui beaucoup, mais tu fais d'autres choses. Tu t'intéresses pas juste à la gestation pour autrui, tu t'intéresses à la procréation pour autrui en général. Oui. Donc, la procréation pour autrui, c'est une tierce personne, comme on l'a expliqué. Quand on parle, on en a parlé un petit peu là, de don de sperme, de don d'ovule, de don d'embryon. C'est quoi le processus à suivre? Quelqu'un qui veut aller en don d'ovule, en don de sperme, en don d'embryon, comment ça fonctionne pour quelqu'un qui en a besoin ou qui veut? Ben,
Normalement, là, si ça va de soi, par exemple, si c'est une personne seule ou si c'est un couple lesbien, c'est une chose qui va être différente que si c'est un couple hétéro là, qui a besoin d'avoir des processus de fertilité. Mais généralement, on va passer à travers la clinique de fertilité, qui là, on va avoir accès à différentes... C'est plus facile avec le don de sperme qu'avec le don d'ovule, évidemment. Là, il y a beaucoup plus de donneurs de sperme que de donneurs d'ovule. L'achat en banque de sperme est beaucoup moins dispendieux qu'en banque d'ovule. Et il y a plus de donneurs aussi. Est-ce que c'est moins dispendieux parce que c'est plus facile à obtenir? Oui, puis parce qu'il y a plus de donneurs aussi, puis effectivement, c'est beaucoup moins engageant là, pour un homme de donner du sperme que pour une femme. Quoique souvent, on va penser que c'est une procédure très simple et très facile, mais dans les faits, moi, je rencontre des donneurs dans le cadre de projet. En fait, ma postdoctorante Anaïs Martin rencontre des donneurs, puis ils décrivent leur processus de don. Puis c'est pas si simple que ça. Des fois, ça peut être dans une toilette d'hôpital. Ça peut être, tu sais, c'est pas toujours un processus qui est confortable et qui est agréable à suivre. Dans la salle d'homme aussi, dans un ancien épisode. Sébastien Haché, qui racontait ça. C'est pas toujours quelque chose qui est, comme on pourrait penser, agréable et facile. Tu sais, bon. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui pousse les hommes qui veulent être donneurs de sperme? Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun, on dirait, y a-t-il une raison pourquoi ils sont poussés à faire ça? C'est une excellente question. On a peu de données sur eux, là, ceux qu'on a rencontrés. Il va y avoir différents éléments. Ça peut être notamment parce que ils sont sensibilisés à l'infertilité. Quelqu'un dans leur entourage a pu vivre des processus d'infertilité au moment du don, puis ils ont décidé de devenir donneurs. Pas nécessairement des hommes infertiles dans leur entourage, juste des couples infertiles. Fait que ça pourrait être un moteur qui décide ça. En France, ça a été documenté parce que les hommes, pour faire des dons, il faut qu'il y ait des enfants préalablement. Donc, souvent des hommes un peu plus âgés qui font des dons, justement, dans ce contexte-là de sensibilisation à l'infertilité. D'autres, ça peut être parce que c'est rémunéré aux États-Unis, notamment. Donc, les motivations sont quand même assez variées. Mais même question, mais pour dons d'ovules et femmes porteuses? Les donneuses d'ovules, pourquoi elles donnent des ovules? Il y a aussi ces deux aspects-là, la question du processus relationnel quand c'est dans l'entourage ou quand c'est un don dirigé. Là, c'est vraiment parce que c'est un aspect relationnel. Tu peux expliquer la différence entre don dirigé et don anonyme? Par exemple, si on va dans une banque d'ovules, aux États-Unis, il peut y avoir des banques d'ovules, puis on va faire des prélèvements pour la banque qui va être offert anonymement, généralement, ou à identité ouverte quand l'enfant va avoir 18 ans. Et ce don-là va être rémunéré. Et un don dirigé, on va aller pour une amie, par exemple, une collègue de travail, une sœur, faire un don d'ovule. Donc, évidemment, les motivations, on peut voir ici, là, vont être différentes. Pour les femmes porteuses, les motivations, c'est assez semblable. En général, les études là, confirment à peu près la même chose. La première affaire, c'est aimer être enceinte, de vouloir aider un couple à devenir parent. En fait, aider à créer une famille. D'ailleurs, l'anthropologue Ellie Temin, dont j'ai parlé au début, qui a un chapitre dans mon livre, elle a une très belle expression d'une femme porteuse qui, en accouchant, elle dit « J'ai mis au monde une mère ». Oh, c'est beau, ça! Et c'est vraiment ça, en fait. C'est ce qu'elle dit. C'est « Je mets au monde une famille, je mets au monde une mère ». Là. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là où la gestation pour autrui est une procédure complètement différente, où c'est vraiment d'un don d'une femme à un couple de parents ou à une personne seule. Wow. Le don d'ovule, est-ce que c'est connu ou c'est quelque chose qui est encore super caché, on dirait, dans les cliniques de fertilité? Tu sais, je me demande, est-ce que, par rapport au don de sperme, par exemple, qui est super répandu, est-ce que les gens de la population en général sont au courant que ça peut se faire? Qui pourrait être donneur ou donneuse? En fait, est-ce que c'est tabou? Une procédure qui est connue, tu sais, est-ce que les femmes de l'entourage des gens qui sont en fertilité, disons, tu sais, moi, si j'ai été en fertilité pendant 4 ans, est-ce que, mettons, ma sœur, elle aurait su, disons, généralement, là, de connaissance de plusieurs personnes qu'elle pouvait me donner ses ovules, disons, pour tu veux dire, est-ce que c'est un processus qui est connu des gens qui voudraient offrir leurs ovules? Est-ce que c'est répandu? C'est encore stigmatisé? Tu sais, c'est pas quelque chose qui est aussi connu, disons, que le don de sperme? C'est une bonne question. Juste déconstruire, c'est pas nécessairement, il y a pas nécessairement beaucoup de donneurs. Au Québec, au Canada, par exemple, il y en a pas tant. Exact. Donc, c'est pas quelque chose qui est valorisé nécessairement. On fait pas de promotion de dons, par exemple. Donc, les banques canadiennes et québécoises sont
pas très rempli. Le don d'ovule, il y a aussi en contexte canadien là, des personnes qui pourraient faire des dons sans que ce soit dirigé. Là, des femmes qui pourraient, parce qu'elles ont été sensibilisées à la question pour différents éléments, aller en clinique puis faire un don. C'est documenté aussi, mais encore une fois, c'est pas si fréquent que ça. Maintenant, c'est sûr qu'en clinique, les médecins qui vont suivre les couples vont, eux, renseigner les couples sur les éléments possibles ou les possibilités qui s'ouvrent à elles et à eux là, pour bâtir leur famille. Puis moi, je me demandais, parce que là, c'est la gestation pour autrui, c'est illégal de rémunérer. C'est la même chose pour les dons d'ovules, de gamètes en général. Est-ce que c'est le cas? Comment ça fonctionne dans les banques d'ovules, alors si elles sont rémunérées? Parce qu'il n'y a pas de... En fait, les banques d'ovules, c'est des donneuses américaines à l'extérieur du Canada, c'est ça? En fait, il y a des banques états-uniennes, effectivement, pour le sperme et les ovules. Puis il peut y avoir au Canada. Mais si il y a un don qui est fait sur le territoire canadien, il n'y a pas de rémunération qui est associée au don. C'est seulement un remboursement des dépenses. Des dépenses. Oui, exactement, okay. Là, ou ce qui a pu être perdu dans le don, là. Tu sais, c'est seulement ça qui peut être permis. C'est la même chose pour la gestation pour autrui. OK, parfait. Comment est-ce que le don artisanal est perçu? Comment ça... Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui font appel au don artisanal. Est-ce que c'est un processus qui est différent par rapport à ceux et celles qui passent en clinique de fertilité? Comment est-ce que ces personnes-là décident d'aller vers ce genre de don-là? Le don à l'extérieur des cliniques, là, il y a 2 types de dons à l'extérieur des cliniques. De dons de sperme, évidemment, parce que les dons d'ovules, on oublie ça. Là, mais les dons de sperme. Et ça peut être un couple qui demande à un homme de l'entourage d'offrir son sperme et de graviter plus ou moins dans l'entourage de l'enfant. Dans certaines situations, cet homme-là va être connu comme un papa de l'enfant, mais il ne sera pas reconnu légalement, puisqu'au Québec, il y a juste 2 parents. Puis parce que des fois, on veut pas tant. Tu sais, on veut juste que tu sois comme un papa plaisant, mais c'est nous qui allons avoir la responsabilité parentale. Ça peut aussi être quelqu'un qui est plus un adulte significatif ou ça peut être une personne juste disponible dans un contexte de questions sur les origines, questions médicales. Donc, un homme de l'entourage. Et il y a certains groupes de personnes qui peuvent décider d'aller sur les réseaux sociaux pour trouver un donneur en ligne, les dons non régulés. Ça, c'est une autre motivation qui amène les personnes à aller vers le don dérégulé. On a peu d'informations sur ces personnes-là. Nous, on conduit actuellement à la chaire un projet de recherche, un tout petit projet de recherche sur ça, puisqu'on s'est aperçu, c'est que les femmes, souvent, c'est parce qu'elles veulent mettre toutes les chances de leur côté. Donc, elles sont prêtes à avoir un enfant, puis elles vont essayer ça, elles vont essayer en même temps se mettre sur la liste d'attente en la clinique, lequel des 2 va fonctionner le plus rapidement. Ça peut être aussi parce qu'il y a des obstacles d'accès à la clinique. Par exemple, si j'habite à l'extérieur de la région, d'une région où il y a un don de sperme, ben il faut que je quitte ma région, il faut que je vienne à Montréal, il faut que j'aille à Québec, par exemple, peu importe. C'est compliqué, il faut que j'avertis mon employeur pourquoi je m'en vais, il faut que je prenne des journées maladie, ce qui n'est pas tout le temps possible. Donc, un donneur en ligne peut être vu comme étant facilitant dans ce contexte-là. Bien, vas-y. Non, je t'écoute. Ben, en parlant de dons artisanal dans les groupes, là, ce que tu parles, il y a eu justement un documentaire en novembre dernier par les journalistes Marie-Christine Bergeron et Maxime Landry, série de documentaire Père sans enfant, donc sans le chiffre, mais aussi pas d'enfant. Puis on découvre que grâce à un don de sperme artisanal dans des groupes Facebook, il y a un Québécois qui est le géniteur de 225 enfants. Le père et le fils sont 2. Le père et le fils sont 2 personnes, visiblement, selon l'étude. Qui les 2? Exactement, sont impliqués dans ces dons artisanaux-là, qui sont des super donneurs, entre guillemets, là, dans le sens qu'ils ont engendré beaucoup de familles. Là. Ça me fait penser au film avec, dans les années 90-2000, avec... Patrick Huard. Ouais, c'est ça. Starbucks, c'est ça. Mais lui, c'était par clinique, là, par contre. Donc, ce don de sperme-là n'est pas du tout légiféré. Il y a pas de... C'est un peu le Far West, là, si on veut. Puis, toi, en tant que travailleur social, t'es pas travailleur social, mais en tant que chercheur en travail social, qu'est-ce que tu penses de de 225 enfants? C'est sûr que cette situation-là soulève des enjeux éthiques importants, des enjeux éthiques pour les familles, aussi pour les femmes qui ont été flouées.
ces femmes-là, elles ont quand même fait leur devoir, elles se sont informées auprès de ces donneurs-là, elles ont fait confiance, elles ont été trahies dans leur confiance. On n'a pas exactement le chiffre précis. C'est sûr que ça, c'est un enjeu. Il y a plusieurs chiffres qui circulent. Il y a un épisode qui va ressortir là, en avril prochain, une suite. Et oui, ça pose des enjeux importants. Et on le voit aussi ailleurs. C'est pas la seule place où ça arrive, là, où il y a des personnes, par exemple, des donneurs qui vont faire énormément de dons. Par exemple, il y en a quelques-uns en Europe, aux États-Unis, en Australie, qui ont été documentés. Donc, c'est sûr que ces enjeux-là sont vraiment importants. Il faut comprendre qu'est-ce qui amène, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes vont aller là plutôt qu'aller en clinique, s'assurer qu'on puisse aider en clinique. Outre les obstacles que j'ai dit, c'est sûr que le fait qu'on a enlevé le financement, c'est aussi un enjeu. Tu sais, si on a un jeune couple là qui passe sa famille, qui doit partir de je sais pas moi 3 heures de route d'une clinique, alors qu'on n'a pas un emploi qui nous permet de faire ça, les paillettes sont quand même 1 000 $. On sait pas si ça va fonctionner tout le temps. C'est sûr que ça pose des enjeux aussi financiers là qui sont importants. Donc, c'est important de documenter ça, mais c'est important aussi de pouvoir avoir je sais pas comment on pourrait réguler, en fait. Mais est-ce que tu penses que ça devrait être légiféré? Ou réguler? Oui, mais comment on pourrait arriver à, tu sais, je suis pas une spécialiste du droit, donc, ça parce que c'est sur les réseaux sociaux beaucoup, fait que c'est pas, Puis, tu sais, il y a des choses qui pourraient se passer, sous la couverture sans qu'on s'en rende compte. Moi, je pense que ce qui est principalement important, c'est qu'on puisse avoir des outils qui informent les personnes, qui les, tu sais, qui leur donnent une certaine, c'est ça, d'être outillé pour savoir avant d'utiliser ce recours-là, à quoi je m'expose et à quoi il faut que je pense. Parce que souvent, quand on veut avoir des enfants, moi, je me rappelle, quand je veux avoir des enfants, je les voulais là, j'étais prête. Hein? Alors, des fois, quand on voit qu'il peut avoir plus d'atteintes, tu sais, ben, en fait, quand on y va par le don de sperme en ligne, ben, c'est peut-être d'amener à réfléchir, ben, c'est parce qu'il va y avoir un enfant au bout, auquel il va falloir répondre des questions. Si vous êtes plusieurs personnes qui sont issues du même donneur, il peut y avoir différents enjeux. Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, je veux pas non plus blâmer ces femmes-là qui ont été prises dans cette situation-là, parce qu'à mon avis, elles ont été fraudées par ces donneurs-là, et puis elles ont fait leur devoir préalablement. Oui, puis en plus, il mentionnait dans le documentaire que l'homme en question disait « Ah, j'ai engendré 3-4 enfants, puis après ça, j'arrête, tu sais, je vais en faire... je me souviens plus du chiffre exact. » mais 15, puis après, je vais compléter les familles. Exactement, tu sais, après ça, je suis correcte pour faire des frères et sœurs, mais c'était pas ça du tout qui s'est passé. C'est quoi la motivation d'un homme à autant... C'est parce qu'il y a c'est 220, ben je sais pas le chiffre, une centaine de familles différentes, là, c'est pas comme une paillette avec plusieurs essais d'insémination. Je sais pas. J'ai conduit une petite étude avec Kevin Lavoie, justement, sur les donneurs en ligne. Et écoute, on n'aurait pas pu discriminer nécessairement là, une personne qui serait comme ça, un donneur là, prolifique. Un donneur en série. Oui, je pourrais pas dire quels sont les enjeux qui sous-tendent autant de vers ça. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Retrouvez-nous pour la deuxième partie avec Isabelle Côté, titulaire de la chaire de recherche sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Merci.